Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 30 mars. Vous verrez que l'on peut trouver des fuites d'eau grâce au flair des chiens. Les cynotechniciens s'y attellent en Moselle. C'est une première en France. La 7e édition de la fête de l'Allemand continue, direction le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Atelier lecture et spectacle était au programme. Et en sport, le tant attendu match entre Metz Tennis de Table et le club polonais Tarnobrzeg en Ligue des Champions, c'est ce soir à 19h15 sur Moselle TV. Les détails dans cette édition. Pour la météo de vendredi, on garde le parapluie dès le lever du jour avec quelques averses et un temps gris en globalité, même si le ciel s'éclaircit au cours de la journée, température comprise entre 8 et 14 degrés. Fans de cinéma, réservez vos journées du 1er et 2 avril pour plonger dans la 12e édition du City Court Festival à Agondange. La projection de plusieurs courts-métrages sélectionnés par un jury vous sera proposée. On fait le point avec Patrick Bassot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur du City Court Festival et réalisateur également. On vous retrouve dans quelques minutes pour en parler, le temps de développer les titres. Qui dit nouveau début de mois dit changement pour ce 1er avril. Pas de blague en vue, les prestations sociales augmentent à nouveau. Fiscalité ou encore réglementation énergétique sont également au programme. On fait le point avec Jérémy Fourobert. Ce samedi 1er avril, les prestations sociales augmenteront de 1,6%. L'augmentation pour une personne seule au RSA sera de 9 € par mois. Les allocations familiales augmenteront aussi de 1,6%, idem pour la prime d'activité. Concernant les personnes en situation de handicap, les allocations augmenteront légèrement. Plus 15 € pour un adulte et 2 € de plus pour un enfant. Pour la petite enfance, le salaire minimum des assistantes maternelles augmente afin de suivre l'inflation, plus 9 centimes par mois. Autre changement qui concerne l'immobilier, et plus particulièrement les propriétaires. À partir de samedi, un nouvel audit énergétique entre en vigueur. Les propriétaires d'habitations qui ont un diagnostic de performance de F ou de G devront faire face à une estimation des travaux avant une vente. Toutefois, il n'y a aucune obligation de les réaliser. Ce 1er avril signe la fin de la trêve hivernale, période durant laquelle les coupures de courant et d'expulsion d'un locataire est interdite. C'est aussi l'ouverture de la nouvelle campagne de déclaration d'impôt sur le revenu. Ceux procédant à un envoi postal doivent le faire entre le 6 et le 25 avril. La déclaration en ligne sera ouverte à compter du 13 avril. Enfin, la disparition du ticket de caisse est de nouveau reportée. Prévue pour samedi, la mesure est décalée à cause de l'inflation. 2 dates ont été retenues, le 1er août ou le 1er septembre. Nos amis les chiens ont plus d'un atout entre leurs pattes. Après la recherche d'explosifs, de stupéfiants, de patients positifs au Covid ou encore de tumeurs cancéreuses, voilà qu'ils sont capables de repérer des fuites d'eau. Démonstration en Moselle-Est, à Villerwald, plus précisément. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un truc là? Ouais. Là, il y a un truc là. Voilà. Donc là, Kiri vient de s'arrêter, vient de se coucher. On a vu, elle a ce qu'on appelle nous dans notre jargon, elle a pompé avant, c'est-à-dire elle a flairé. Elle a fait une action de flairage et elle a pris une décision de marquage. Donc elle s'est couchée pour me stipuler qu'il y avait une odeur de chlore qui s'émanait de cet endroit. On avait détecté une fuite dans le secteur et donc grâce aux chiens, on est remonté jusqu'à ce regard où on a pu confirmer avec le niveau d'eau qui nous prouve bien qu'il y a une fuite. Et donc j'ai pris ensuite mon appareil pour localiser au plus près l'endroit de la fuite. La Malinoise a une nouvelle fois réussi la mission qui lui avait été confiée, à savoir la détection de chlore, synonyme de fuite d'eau. Aujourd'hui, sur la communauté d'agglomération de Sarreguemines, la plupart de nos réseaux, la majeure partie de nos réseaux sont en zone rurale, sur lesquels on n'a pas nécessairement de point d'écoute pour faire de la recherche de fuite traditionnelle. L'intérêt de cette recherche de fuite canine, c'est qu'on va pouvoir faire de la prélocalisation de fuite sur des secteurs sur lesquels on aurait eu du mal à savoir qu'il y avait une fuite auparavant. Donc on va pouvoir identifier des zones sur lesquelles on a potentiellement des fuites, mieux resserrer la zone de recherche et donc trouver des fuites beaucoup plus rapidement et surtout des fuites qu'on n'aurait pas suspectées auparavant. Sur la totalité du périmètre de la casque, on a un rendement de réseau qui avoisine les 80%, ce qui est relativement correct par rapport à, on va dire, au niveau national, mais on le sait, la tension sur la ressource est de plus en plus importante.
Et donc l'intérêt c'est vraiment d'aller grappiller le maximum de pourcentage pour améliorer et éviter de prélever de l'eau au milieu naturel. Mais aujourd'hui en France, il n'y a qu'une seule brigade de cynotechniciens capable de rechercher des fuites d'eau, celles que vous voyez à l'œuvre sur ces images. Cette innovation est aujourd'hui en train d'être expérimentée. À l'avenir, plusieurs équipes pourraient être développées sur toute la France. Vous le savez, du 27 au 31 mars, c'est la 7e édition de la fête de l'Allemand. Dans tout le département, diverses activités sont organisées depuis lundi aux 4 coins de la Moselle à destination des scolaires. C'était le cas ce matin au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Jean Milon y était justement. Des drapeaux différents, mais un même objectif. Retrouver des mots grâce à la communication. En quoi il est fait le montage de la porte. Par petits groupes, collégiens français et allemands ont arpenté le parc archéologique, lieu symbolique de la coopération entre les deux pays. Et même si certains confessent leurs difficultés à échanger, moi on communique pas trop. Je pense qu'on fait pas assez d'efforts. Il faudrait en faire plus. Oui. l'exercice aura permis de s'ouvrir un peu plus. On était là où il y avait les puits et on devait trouver des noms en allemand sur les terres. Ils ont des questions à plusieurs sites, plusieurs stations dans le parc. Ils ont à chaque fois une question dans une langue et la réponse doit être dans l'autre langue. Ce qui les oblige, en tout cas c'est ce qu'on veut, qu'ils communiquent ensemble et pas qu'ils partent chacun de son côté et travaillent chacun dans sa langue. Ici, le mot à trouver était Bliesbruck. Là, il y avait les mots, il fallait réécrire tout en entier. Le choix est loin d'être anodin. Alors à vous de créer une petite phrase avec les panneaux que vous avez. Au-delà de l'apprentissage de la langue allemande, c'est les valeurs européennes que veut promouvoir le département. L'événement aura ainsi rassemblé près de 180 élèves mosellans avec leurs correspondants allemands et belges germanophones. Une façon différente d'apprendre la langue de nos voisins. Il faut sortir un petit peu du cadre scolaire en même temps, même si évidemment les enseignants sont les premiers et plus capables à pouvoir éduquer la langue du voisin, mais il faut aussi comprendre la culture, la biculture et au-delà des langues, comprendre un petit peu comment fonctionne l'autre pays à côté de chez nous. La matinée s'est terminée sur la signature d'une charte de jumelage entre 6 établissements français et allemands. Une plaque qui pourront fièrement exposer dans leurs enceintes. 2, 1. D'ici 2024, la nouvelle tribune sud du FC Metz accueillera un espace de coworking pour 200 travailleurs sur une surface totale de 1700 m². De grands bureaux, mais aussi de plus petits espaces individuels ont été pensés pour accueillir en location des entrepreneurs et des sociétés souhaitant profiter d'un lieu flexible à proximité des principaux axes de la région. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. Un stade, mais aussi un restaurant, un cercle d'affaires et maintenant du coworking. Dans la nouvelle tribune du stade Saint-Symphorien, Now Connected va investir les 1700 m² du 4e étage, 200 postes de travail ouverts à des entrepreneurs, des étudiants ou des grands groupes. Un espace flexible tout en étant premium. Qu'est-ce qui nous différencie de l'offre actuelle ? À la fois notre caractère premium et notre caractère national et aussi notre volonté vraiment de créer une communauté très puissante et importante. Pour vous donner une idée, on a fait une étude l'année dernière où la plupart des coworkers qui passaient plus de 2 jours par semaine chez Nao avaient déjà travaillé avec un autre coworker. Le plateau comportera une moitié de bureaux et l'autre moitié d'espaces communautaires. Plusieurs événements par semaine seront d'ailleurs organisés pour provoquer les rencontres. No Connected revendique un taux de remplissage moyen de 95% dans ces autres espaces. Pour le FC Metz, cette qualité de service est unique en France. Notre équipement a placé la barre assez haut en termes d'aménagement intérieur et nous avons choisi de travailler avec Now parce qu'ils ont aussi mis la barre haut dans l'aménagement de leurs espaces et c'est un facteur d'attractivité de cette société pour ce mode de travail nouveau et qui a pris évidemment une accélération depuis le confinement. Au total, 2 millions d'euros sont investis en plus du gros œuvre déjà construit. Les travaux débuteront en juin 2024 pour une ouverture en septembre. Désormais ouverts à la location, les postes de travail débutent à 49 € pour le premier prix. Les bureaux privatifs iront eux jusqu'à 3 200 € par mois pour 10 personnes.
Nous en parlions hier avec sa présidente. Metz Tennis de Table joue ce soir une rencontre à un niveau jamais atteint dans l'histoire du club messin. La finale de Ligue des Champions face aux joueuses de Tarnobrzeg, équipe polonaise. Un immense défi pour les Mosellanes. Les détails avec Aymeric Guillaume. C'est une première historique. Quadruple championne de France et vainqueur de la Coupe d'Europe ETTU en 2018, le Metz TT s'apprête à disputer le match le plus important de son histoire au complexe Saint-Symphorien. Après Berlin, qui inscrit 5 fois son nom au palmarès de la C1, et Linz, longtemps la bête noire de Metz TT, les filles de Loïc Belghi se trouvent face à un géant, Tarnobrzeg, lauréat en titre de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Adina Diaconou, Maria Tailakova, Jiaju Owu et Pauline Chasselin se tiennent prêtes à écrire l'histoire. Sportivement, c'était la chose qui me faisait rêver, on va dire, puisque j'avais déjà fait plusieurs fois la Coupe d'Europe. J'avais jamais fait la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça me faisait rêver. Et là, de pouvoir d'avoir créé l'exploit 2 fois de suite, Berlin, Linz, et là, de se dire pourquoi pas 203, c'est vrai que ça fait rêver. Par le passé, le Metz TT et Tarnobrzeg se sont affrontés à 6 reprises en Coupe d'Europe. Si les Messines ne se sont imposés qu'une seule fois, il n'en faudra pas plus pour tenter de remporter le Graal européen. Poussées par leur public, les filles de Loïc Belghi voudront déjouer les pronostics. Invaincues en championnat, l'équipe lorraine avance en pleine confiance vers ce défi complètement fou. Toujours en sport, vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, Metz Handball se rapproche d'un 25e titre de champion de France. L'équipe de Manu Mayonade a remporté le Classico face à son rival brestois 33-23. Une victoire à réaction pour les Dragons qui étaient menés au repos 18-17. Atadou Sakho a alors complètement changé la physionomie de la rencontre. La gardienne messine a été stratosphérique et a littéralement écœuré les joueuses de Pablo Morel avec 14 arrêts au total. La capitaine Bruna De Paola a encore été à son avantage avec 7 buts alors que Laura Canor a été précieuse sur son aile gauche. On écoute tout de suite Atadou Sakho et Tamara Horacek au micro d'Arnaud Demerlet. On savait que ça allait être un gros match et voilà, on a un plus 10 à la fin. Bien sûr, gros match, parce qu'il faut être présente sur les grosses rencontres comme celle-ci. Les filles en deuxième mi-temps, elles ont très bien défendu. Première mi-temps, on ne voit pas forcément beaucoup les arrêts de gardien parce que c'est assez compliqué, on est dans un faux rythme. On se cherche un peu, la distance elle n'est pas forcément correcte. Et une fois qu'en deuxième mi-temps, on arrive à se retrouver, à se reconnecter, monter, descendre, la relation de contre, etc. Là, c'est un peu plus clair et on est directement un peu plus performant. Donc je pense que ce soir, la victoire repose sur notamment une très bonne défense et beaucoup de caractère comme d'habitude. Je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, surtout défensivement. Et Atadou, elle a sorti un énorme match quand elle n'était pas là, mais elle était là. Toute l'actualité de Metz Handball sera décortiquée dans Dragon Mag. Ce vendredi à 18h30, Grégory Muller, directeur commercial, en sera l'invité. Envie de faire le plein de culture? Place à la chronique du jour. Quand certains chantent leurs racines portugaises, d'autres mettent en lumière leur savoir-faire. Alicia, bonsoir, c'est le moment de nous dévoiler votre sélection culturelle de la semaine. Bonjour à tous, alors j'ai décidé de mettre un peu de soleil dans cette rubrique direction la ville de Hombourg-Haut qui va devenir portugaise le temps d'une soirée. Vous allez en effet être envoûté par la voix de la chanteuse Rosete Caixinha qui est d'origine portugaise mais qui vit en France depuis maintenant 10 ans. Rosete Caixinha qui avec son nouvel EP a décidé de chanter ses racines, de chanter le fado, mais un fado auquel elle ajoute une touche classique avec un quatuor à cordes. Écoutez. Pour vivre cette expérience unique où fado traditionnel et musique classique se rencontrent, rendez-vous dimanche 2 avril à 16h à la Collégiale Saint-Étienne à Hombourg-Haut. Il s'agit d'un concert organisé dans le cadre des 34e rencontres musicales du Festival international Théodore Gouvi.
Et prenons maintenant la direction du château de Courcelles de Montigny-lès-Metz qui accueille les Journées européennes des métiers d'art, un événement qui fait la part belle aux professionnels des métiers d'art qui ont suivi la formation concepteur-créateur. Sur place, vous allez ainsi pouvoir rencontrer plus d'une vingtaine d'artistes et artisans, verriers, céramistes, ébénistes, tapissiers, brodeuses et plus encore, qui font preuve d'un véritable savoir-faire. Et cerise sur le gâteau de ces journées, eh bien, un très beau spectacle de marionnettes en vitrail, La Veuve et le Chevalier, sera proposé par la vitrailliste Mylène Billan. De quoi vous émerveiller et vous donner envie de faire l'acquisition peut-être de pièces uniques. Rendez-vous Château de Courcelles du 31 mars au 2 avril. Et c'est à Thionville que je vous convie à présent pour y découvrir un opéra bouffe mythique, La vie parisienne de Jacques Offenbach, mise en scène ici par Benjamin Moreau et Olivier Deborde, une vie parisienne qu'ils ont transposée un siècle plus tard, dans les années 60, sur un plateau de télévision, puisque les années 60 correspondent à une époque où la télévision commence à entrer dans les foyers et où chacun court après son quart d'heure de célébrité. Parodie et burlesque sont au programme. Pour passer un bon moment et vivre la vie parisienne, il faudra vous rendre au théâtre de Thionville, vendredi 7 avril. Enfin, clôturons cette rubrique culturelle avec un peu de cinéma et le Citycourt Festival qui va se dérouler à Agondange du 30 mars au 2 avril. Un festival qui, vous vous en doutez, met à l'honneur le court-métrage. Au programme de cette 12e édition, une sélection de films variés, comédies, drames et plus encore. Et notez par ailleurs que cette année, le président du jury du festival n'est autre que notre spécialiste patrimoine, Tim Girard. Aussi, pour faire le plein de films courts, poussez les portes de la salle des fêtes d'Agondange du 30 mars au 2 avril. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Merci Alicia. Vous parliez du Citycourt Festival. Patrick Bassot, son créateur, est notre invité. Patrick Bassot, bonsoir. Alors, le grand écran nous attend du 30 mars au 2 avril pour la 12e édition du Citycourt Festival. Alors, les 2 premiers jours, le 30 et le 31 mars, sont à destination des scolaires, avec la projection du meilleur film jeunesse sélectionné par le jury. Puis ensuite, tout public, les samedis et dimanches, donc 1er et 2 avril. Quel type de courts-métrages ont été choisis pour ces 2 jours ? On a choisi différents cours. Bon, pas l'animation. L'animation était réservée pour les scolaires. Aujourd'hui et demain, on aura à peu près 500 enfants qui passent voir les courts-métrages. Il y en avait 10. Et dans les adultes, samedi soir, c'est compétition. Et ça va de la comédie au drame. Et des tranches de vie aussi. Sur combien, vous en avez sélectionné combien sur combien d'envois ? Alors ça, c'est compliqué parce qu'au départ, on en avait 360. Pour en rester à la fin, dans les adultes, 12. Je dis adultes parce que scolaire, c'est enfant pour moi. Il en reste 12. Sur la présélection, on était à 25 et il faut en enlever. Et ça, c'est très compliqué, quoi, pour arriver à la fin à faire 2 fois 1h15. Parce qu'il y a des festivals, il y a des années où j'ai fait plus, mais 3 heures, c'est beaucoup trop long. C'est un peu plus long. Voilà, c'est ça. Alors, on l'a compris, des genres variés, des nationalités variées également, ou des réalisateurs locaux ? Alors, on a juste un local de Nancy. Le reste, c'est assez varié. La plupart, c'est français. On a un court-métrage belge, un court-métrage anglais, 2 courts-métrages espagnols. Alors, en espagnol, on en reçoit assez souvent et c'est du cinéma de grand niveau quand même, vraiment. Nous, on est toujours impressionnés. Moi, je suis toujours impressionné par le court-métrage espagnol. Voilà. Donc, et un petit mot peut-être sur le réalisateur de Lorraine ? Oui, c'est Kevin Manson, qui est un réalisateur qui travaille sur Nancy et qui a fait un court-métrage qui s'appelle Le coureur sur la plage. Et il a été tourné dans le sud pendant 8 jours. Et c'est un court-métrage qui m'a plu. C'est pour ça que je l'ai pris et on l'a sélectionné, quoi. Alors, pour accéder à cet événement au cœur de la salle des fêtes d'Agondange, vous proposez un pass, un tarif, si je puis dire, assez symbolique. Oui, c'est vraiment symbolique. En fait, on propose le festival à 2 €, donc qui permet d'accéder au festival, de voter, parce qu'il y a un vote du public, et je reviendrai après sur les votes, et il y a une collation en musique avec un quatuor. Il y a 45 minutes de pause et les gens, c'est un dîner, c'est un apéro dînatoire en fait. Voilà, tout ça pour 2 €. En entracte et à la fin à la remise des prix.
Voilà. Alors un festival qui n'est pas arrivé par hasard sur le territoire puisque vous êtes vous-même un réalisateur. On a pu voir passer quelques images de vos réalisations. Donc c'était un rendez-vous autour du court-métrage qu'il fallait proposer sur le territoire. Est-ce que ça manquait ? Ça manquait à l'époque, oui, il y a 12 ans, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y a la fête du cours, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à arriver. Moi, ça fait 12 ans qu'on a commencé, on avait proposé ça à l'époque à la mairie d'Agondange, ils ont tout de suite accepté, et voilà, c'est pour ça que maintenant, ça fait 12 ans, hormis Covid, où on s'est arrêté pendant 2 années, mais ça marche assez bien, et puis la formule à 2 €, je trouve que c'est une formule sympa, c'est réservé à tout le monde. En fait, les gens votent, ils viennent, 2 €, c'est surtout pour le programme, voter pour les films, voilà, ça fait un peu un parti, 2 €, c'est symbolique. Alors à titre personnel, vous avez réalisé pas mal de choses, on ne va pas être exhaustif ce soir, mais on peut citer par exemple Le mort de la Cour d'Or en 2016, le documentaire, le docu-fiction sur Malbrook, l'épopée de l'or blanc sur l'histoire du sel à Marsal, c'était en 2019 que vous l'avez réalisé, le docu-fiction Journal d'un exil, c'est d'ailleurs le dernier en 2020. On peut dire que vous avez jeté votre dévolu sur l'histoire locale avec un grand H. Ouais, c'est ça, moi la Moselle m'intéresse beaucoup, c'est quand même un pays, une région particulière qui a connu des invasions, qui a connu des annexions, il y a plein de choses à dire, il y a plein d'endroits historiques. Moi je trouve qu'on peut faire plein de choses sur la Moselle. Et ça me plaît bien, quoi. Voilà. Et pour dire le dernier, qui s'appelle Le Journal d'un exil, tourne encore dans certaines salles, j'ai des projections, j'en ai encore une jeudi de la semaine prochaine à Marly, en après-midi, pour un club privé qui m'a demandé de projeter le film. C'est un film qui tourne toujours et qui a tourné beaucoup dans la Vienne aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets cinéma de votre côté, que ce soit du court ou du long J'ai plein de projets, mais j'ai pas de concrétisation ferme, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et sans argent, je le faisais avant. Je faisais des courts-métrages sans argent. Mais ça, c'est fini maintenant. Il faut passer un cap au-dessus. Et c'est compliqué de trouver maintenant de l'argent, quoi, pour faire un documentaire. Surtout que ma particularité, c'est du docu-fiction. Alors, en documentaire pur, j'en ai fait qu'un. C'était le Jean-Marie Pelt. J'ai fait en documentaire pur. Moi, j'aime bien faire de du docu-fiction pour 2 raisons. Je fais du documentaire, ça m'intéresse l'histoire, mais je fais de la fiction parce que c'est quand même mon premier amour, la fiction. C'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, j'ai intégré les deux et voilà, c'est ce qui me plaît bien de faire. Un genre hybride. Hybride, voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Pour faire le plein de belles images, je rappelle donc qu'il faut se rendre les 1er et 2 avril à Agondange dans la salle des fêtes avec un pass à 2 € pour participer à l'événement et en apprendre davantage sur le court-métrage. C'est à 18h. À partir de 18h le samedi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est noté. Merci beaucoup Patrick Bassot d'avoir partagé notre petit écran. C'est moi qui vous remercie. Et avant de terminer cette édition, une bonne nouvelle. Pour l'édition 2022 du Téléthon, les Mosellans ont donné plus d'1 million d'euros, ce qui fait de la Moselle le département le plus généreux du Grand Est avec des équipes de bénévoles particulièrement mobilisées. D'ailleurs, la région a récolté plus de 6 millions d'euros en décembre dernier et à l'échelle nationale, les Français ont permis de récolter plus de 90 millions d'euros. De quoi faire avancer la recherche contre les maladies rares, évolutives, handicapantes. Pour 2023, le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre. Mais en attendant, il est toujours possible de donner pour le Téléthon sur le site de afm-téléthon.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles. Pour rester informés, n'oubliez pas de télécharger notre application et de vous abonner à notre page sur les réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, retrouvez Arnaud Demerlet et ses chroniqueurs dans un nouveau Graouli Mag, suivi du match de Metz TT face au club polonais. Rencontre à suivre dès 19h15 sur Moselle TV. Très belle soirée et à demain.